Bonjour à tous. On va présenter à deux voix avec Sébastien les avancées du point de vue national qui ont été mises en place juste après les événements de Cynthia. Donc ça se décompose en trois points: l'historique, la gouvernance des risques et les orientations prises par les services de l'État. Donc au niveau d'historique, donc après les événements de février 2010 que M. Parent a bien rappelé, et des événements de juin 2010 du Var, il y a ça a mis en exergue en fait une prise de conscience de la fragilité de nos côtes et de la dangerosité des submersions marines, des crues soudaines et du risque de rupture des digues. Une insuffisance de la maîtrise de l'urbanisme, un défaut de la connaissance des submersions, des phénomènes de ruissellement, de l'état des digues et de tous les ouvrages de protection, une absence de la culture des risques des populations. Donc le gouvernement adopte le 17 février 2011 le plan submersion marine, alors PSR, submersion rapide, pardon, pour faire face à ces risques. Donc il y a 80 au niveau national, 80 actions nationales et un budget de 500 millions d'euros au titre du fonds Barnier qu'on appelle donc fonds de prévention des risques naturels majeurs. C'est la part qui vous est qui nous est prise sur nos contrats d'assurance, habitation, voiture, etc., qui s'en va dans ce fonds et qui vient aider lorsqu'il y a un événement, ou en prévention ou en curatif. Donc le plan de submersion rapide est articulé autour de 4 orientations: la maîtrise de l'urbanisme et l'adaptation et la réduction de la vulnérabilité du bâti existant, l'amélioration des systèmes de surveillance, de prévision, de vigilance et d'alerte, la fiabilité des ouvrages et des systèmes de protection et l'amélioration de la résilience des populations aux submersions marines, la culture du risque et les mesures de sauvegarde. Parmi les dispositifs mis en place après ces événements, il y a donc la commission mixte inondation, la CMI, qui est une instance nationale, mais qui s'appuie aussi sur les instances de bassins. Donc la France est découpée en 7 bassins hydrographiques. Nous sommes à cheval en Nouvelle-Aquitaine sur 2, et même en Charente-Maritime, sur 2 bassins, donc le bassin Loire et puis le bassin Haute-Garonne. Donc la commission, la CNI est présidée par des élus représentant le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l'eau. Les commissions de bassin peuvent être présidées par des élus, c'est le cas en Loire-Bretagne et en Pays de Loire, et présidées par parfois le coordonnateur, le préfet coordonnateur de bassin. C'est le cas en Haute-Garonne. La mission assure le pilotage national de la politique de gestion des risques d'inondation. Elle contribue à la définition des grandes orientations de la politique, de la gestion des risques d'inondation en France. Donc elle élabore une stratégie à la mise en œuvre des différentes composantes de cette politique dans une démarche concertée, donc à travers cette commission, notamment à la communication sur la mise en œuvre de cette politique, et elle propose l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre de cette politique. Cette instance constitue un lieu de dialogue et d'échange pour assurer une bonne transversalité entre les domaines de la gestion de l'eau, la gestion des risques, l'aménagement des territoires, ainsi que les différents niveaux de responsabilité. Ces instances sont composées de représentants des services de l'État et des établissements publics, des collectivités, communes, EPCI, régions, départements, des acteurs de la prévention du risque naturel majeur, le SDIS, le CEPRI, c'est des organismes que vous connaissez, la Croix-Rouge, l'IFOR, ME, c'est donc la partie qui intervient dans l'éducation nationale, pardon, et les conseils scientifiques. Les professionnels également, donc à travers les chambres de commerce et des métiers, de l'agriculture, les assureurs et les conchyliculteurs et l'ensemble des acteurs présents sur ces zones inondables. Et en fait aussi tous les usagers à travers les associations, donc associations de l'environnement, associations du patrimoine, associations des sinistrés, on en a beaucoup. Le programme d'action de la prévention des inondations, le PAPI, c'est l'outil qui a permis de décliner tout de suite après Cynthia, avant même qu'on parle de la DI, de la directive inondation et de
des TRI, des territoires à risque d'inondation, et de la SLGRI, stratégie locale de gestion des inondations. Donc c'est un outil pratique qui existait déjà et qui a été étendu aux submersions marines. Donc ce dispositif, c'est un dossier, un appel à candidature, une candidature qui émane des élus du local, avec un diagnostic. Au regard de ce diagnostic, une stratégie qui est posée, et ensuite, pour décliner cette stratégie, des actions. Donc, au niveau national, c'est près de 200 PAPI et projets de digues labellisés, parce que certaines digues ont été labellisées en dehors de PAPI au tout début, pour déclencher, pour aller plus vite. C'est le cas de mémoire de la digue ouest de Charon, pour un montant de 2 milliards d'euros au total, dont plus de 820 millions d'aides de l'État à travers les fonds Barnier, presque essentiellement, puisque le BOP intervient que pour l'animation de ces programmes. En Charente-Maritime, l'action est développée sur 8 territoires, donc vous avez les 8 territoires qui ont été retenus par l'État juste après Xynthia, sur lesquels il fallait agir. Donc près de 250 millions et 100 millions de participation de l'État à travers le fonds Barnier essentiellement, répartis en 7 axes d'action, en plus de l'animation des PAPI. Donc l'animation, on le met souvent en axe 0, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ça chapeaute l'ensemble de l'animation et du pilotage du programme. Donc l'axe 1, dans l'axe 1, il y a des actions classiquement d'amélioration de connaissances et de sensibilisation de la population, de culture du risque. C'est un axe relativement développé. L'axe 2 concerne la prévision des crues. L'axe 3 concerne l'alerte et la gestion de la crise. Les BCS, par exemple, sont dans cet axe 3. L'axe 4 concerne la maîtrise de l'urbanisme et globalement toutes les questions d'aménagement. L'axe 5, c'est la réduction de la vulnérabilité, plus classiquement sur le bâti existant. L'axe 6, c'est la gestion des écoulements. Par exemple, le rôle des marais littoraux, une retenue collinaire le long des cours d'eau, etc. Et l'axe 7, les systèmes d'endiguement, ce qu'on appelle plus classiquement les digues. Donc actuellement, à ce stade d'aujourd'hui, on est à 53,6 millions de subventions attribuées, donc des arrêtés qui ont été délivrés aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage, globalement, et 28 systèmes d'endiguement, donc digues. Système d'endiguement, c'est un peu plus large que la digue, c'est-à-dire que c'est un système fermé, c'est pas qu'un tronçon de ce système. En 2020, donc pour un montant de près de 125 millions d'euros, soit 50 millions de fonds Barnier. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, vous l'avez vu dans les propos introductifs, les services de l'État suite à Xynthia sont engagés à travers 4 grandes orientations. Donc on va s'attacher dans la suite de notre présentation avec Marie à vous détailler l'ensemble des actions qui ont été menées par les services de l'État dans chacune de ces orientations. Donc l'orientation numéro 1, c'est la maîtrise de l'urbanisme et l'adaptation du bâti. Donc avant de traiter ce sujet-là, finalement, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir où sont les risques sur le territoire, il faut savoir quels sont les risques. Donc c'est l'objectif des observatoires qui ont été mis en place. Donc il y a des observatoires qui ont été mis en place à différentes échelles. Vous le voyez à l'écran, il y a des échelles nationales avec l'observatoire des risques naturels et des observatoires plutôt régionaux. Donc on en a un en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle plus vulgairement l'ORNA, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations sur la caractérisation des phénomènes naturels ou technologiques d'ailleurs qu'on peut retrouver sur l'ensemble de nos territoires. Un certain nombre de sites, d'adresses de sites internet où vous pouvez retrouver les différentes informations qui traitent de ces différents sujets, et puis aussi des volets un petit peu retour d'expérience, notamment dans l'ORNA, il y a toute une partie photothèque où on peut revoir des photos des événements qui permettent déjà d'appréhender le risque pour ensuite venir le gérer dans l'urbanisme. Donc une des secondes grandes priorités des services de l'État suite à Xynthia, ça a été de mettre en œuvre un certain nombre de plans de prévention des risques littoraux prioritaires, puisqu'effectivement les services de l'État au plus haut point, la Direction générale de la prévention des risques,
suite à l'événement, a défini nationalement un certain nombre de communes sur lesquelles des PPR, elles, devaient être appliquées. Et en Charente-Maritime, on en a 81 à mener de front. Donc l'objectif d'un PPR, finalement, c'est de rendre inconstructibles certaines zones qui sont les plus exposées aux risques, et puis dans les zones les moins exposées, eh bien de toujours permettre l'urbanisation, mais cette fois-ci en l'adaptant. On le verra un petit peu par la suite, il y a des dispositifs qui ont été mis en œuvre aussi, en l'adaptant aux risques pour réduire la vulnérabilité en premier lieu des personnes et en second lieu des biens. À noter que l'île d'Oléron avait déjà un plan de prévention des risques depuis 2004, avant l'arrivée de la tempête Xynthia, et ce PPR, elle, a été révisé et approuvé le 17 août 2018. Par ailleurs, toujours dans la maîtrise de l'urbanisme, les services de l'État accompagnent les collectivités, notamment au travers de schémas de cohérence d'orientation des territoires, en venant apporter un appui technique et financier à certaines études de prise en compte des risques dans l'élaboration de ces documents de planification de l'urbanisme. Donc toujours dans cette orientation numéro 1, les services de l'État ont élaboré un certain nombre de guides pour venir accompagner soit les porteurs de projets, soit les collectivités pour adapter les bâtiments. Un certain nombre de guides qui viennent donner des préconisations, des orientations, comme par exemple de mettre des clapets anti-retour sur les canalisations, des bâtards d'eau sur les ouvertures, etc. Donc tout ça, c'est tout détaillé dans ces ouvrages-là qui sont bien sûr disponibles sur le net en libre service, avec des fiches descriptives, etc., sur la manière de procéder. Et puis, la Charente-Maritime aussi, il y a un territoire d'hôtellerie de plein air assez fort, avec les campings. Et les campings, on l'a noté lors de l'événement de la tempête, ou même de chaque événement qui peuvent se produire qui ont pu se produire depuis. Ce sont souvent des enjeux qui sont très vulnérables aux inondations ou aux submersions. Et donc, des instructions gouvernementales ont été données pour assurer des contrôles dans ces établissements, pour s'assurer notamment que des zones refuges étaient mises en place et que des zones d'évacuation étaient bien désormais prévues à l'intérieur de ces établissements. L'orientation numéro 2, ça va être l'amélioration de la connaissance des aléas et des systèmes de surveillance, de prévision, de vigilance et d'alerte. C'est ce que vous disait M. Parent, donc la prévision météorologique, et la vigilance vague submersion notamment, qu'on voit désormais. Donc tout ça repose en fait sur des outils développés nationalement par Météo France et le CHOM, donc le service hydrographique et océanographique de la marine. L'objectif, ils ont déployé en fait un projet qui s'appelle Homonyme. Vous voyez la traduction de l'acronyme à l'écran, où l'objectif de ce projet en fait est de venir améliorer la pertinence du dispositif de vigilance vague submersion, en améliorant notamment les connaissances bathymétriques et topographiques, puisque tout ça repose sur des modélisations numériques qui sont très sensibles à ces éléments-là. Au niveau de la météo, vous avez le dispositif de vigilance vague submersion qui a été mis en place suite à Xynthia. Il y a différentes vigilances faites par les services de Météo France. Vous avez les vigilances vent violent, la vigilance pluie inondation, les orages, la neige, et puis donc les avalanches. Et après maintenant nous avons aussi le grand froid et puis la canicule. Donc vous avez 4 niveaux de vigilance. Donc quand nous sommes en vert, c'est qu'il ne se passe rien. Après vous avez des vigilances jaunes, où là il faut être attentif. Ce week-end par exemple, nous étions en vigilance vague submersion jaune. Donc on a eu quelques dégâts dans le département. Sur l'île d'Oléron, je ne sais pas s'il y a eu de gros dégâts, mais sur Châtelaillon par exemple, il y a une bonne partie de la plage qui a été impactée. Nous avons aussi quelques ouvrages sur l'île d'Aix ou l'île de Ré qui ont été impactés. Après, nous avons le niveau de vigilance orange ou rouge. Et quand on arrive au rouge, on voit ce qui se passe par exemple dans le sud, au niveau des Alpes-Maritimes pour ce week-end. Donc ensuite, moi je vais vous parler de la mise en œuvre de la DI, donc qui est une action au niveau européen et déclinée dans le droit français. Donc le cadre européen, la directive européenne de 2007,
qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé, sur l'environnement, les activités économiques et le patrimoine. Donc une nouvelle politique qui est traduite en droit français à plusieurs échelles. Donc la stratégie nationale SNGRI, avec une approche globale et intégrée de la gestion du risque, donc sur toutes les thématiques dont on a parlé tout à l'heure, visant à mobiliser les acteurs et en subsidiarité et en synergie. Donc il y a 3 objectifs: d'augmenter la sécurité des populations, de réduire le coût des dommages et de raccourcir le délai de retour à la normale après événement. Donc ensuite, cette SNGRI, stratégie nationale, elle est déclinée dans chacun des bassins, dans chacun des 2 bassins pour nous, et à travers des territoires à risque inondation, où se concentre la majeure partie des populations, 50% des populations en zone inondable, et donc, enfin à l'échelle nationale. Et donc en Nouvelle-Aquitaine, nous en avons 17, 3 sur le bassin Loire-Bretagne et 13 sur le bassin Adour-Garonne. Donc la carte à côté vous présente la situation de ces TRI, territoires à risque inondation. Sur ces territoires, 3 phases. Donc une première phase de PRI, c'est-à-dire l'état des lieux, territoire par territoire, des risques d'inondation. Ensuite, la réalisation d'une cartographie selon 3 événements. Donc un événement fréquent, on dit souvent type premier débordement, ensuite premier dommage, ensuite un événement moyen et rare qui sont basés sur le PPR. Et ensuite, dans ces territoires à risque d'inondation, sont mises en place des stratégies locales de gestion des inondations. Alors au départ, ça a été un petit peu mal compris en Charente-Maritime parce que ça venait un peu à contre-courant de ce qui était déjà fait, ou en tout cas un peu en retard par rapport à ce qui était déjà fait, puisque en Charente-Maritime, on déclinait déjà cette stratégie qui n'existait pas, ou alors qui existait mais très localement dans chacun des papiers, puisque chaque papier devait, je l'ai dit tout à l'heure, présenter à l'aune d'un diagnostic une stratégie pour une échelle de 6 ans. Ensuite, il y a eu un second dispositif qui a été la GEMAPI, que vous avez souvent entendu parler depuis 2017, 2016-2017. Donc cette nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, juste après Xynthia et des inondations dont on a parlé, le rapport du sénateur Colomba a clarifié les compétences entre l'État et les collectivités locales pour assurer à chaque niveau les ressources nécessaires et l'exercice des compétences à mettre en place, si ce n'était pas le cas, ou notamment avec un opérateur par bassin versant. C'est ce qu'on avait déjà dans les papiers. La loi MAPTAN a confié cette compétence aux communes, avec une possibilité de transfert de cette compétence aux intercommunalités. Et ensuite, c'est la loi NOTRe, on va le voir plus bas, qui a, elle, donné directement la compétence aux EPCI. Donc c'est un nouveau cadre juridique pour la maîtrise des ouvrages, qui est défini par le Code de l'environnement selon un bloc de compétences. Et donc il y a 4 items. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canals, lacs et plans d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, c'est ce qui nous intéresse ici en particulier, la protection et la restauration des sites, les écosystèmes aquatiques et les zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Donc là, cet item 8 et même le 5, voire le 1, interfère également avec la protection des inondations, puisque maintenant on a de plus en plus des solutions tournées vers la nature pour faire des rétentions d'eau par exemple, ou essayer de gérer en accord avec les milieux aquatiques. Donc le transfert automatique de l'EPCI vers l'EPCI, comme je vous le disais tout à l'heure, au 1er janvier 2018, avec la possibilité d'anticipation pour les EPCI, exerce de plein droit, à la place des communes membres, cette nouvelle compétence. Elle a la possibilité d'instituer une taxe GEMAPI
qui permet de financer les amortissements des digues ou autres ouvrages, les gros entretiens, l'entretien courant et l'investissement en ouvrages de protection. La compétence GEMAPI est exclusive des EPCI, sauf période transitoire jusqu'en 2020, mais c'est maintenant quasi derrière nous. La loi FENO a permis au département d'intervenir pour le compte des EPCI GEMAPiennes avec une convention que vous avez signée avec le conseil départemental. Venant compléter l'ensemble des dispositifs, donc l'ADI avec la traduction jusqu'au PAPI sur les territoires, ensuite la compétence GEMAPI, puis maintenant une réglementation plus précise sur les systèmes d'endiguement et les ouvrages hydrauliques. À partir du 12 janvier 2015, fort des retours d'expérience de 7 ans de l'ancien décret de 2007, qui ne concernait que des morceaux d'ouvrage, le dispositif a été renforcé. Le décret DIG est venu préciser. Donc, il a donné la responsabilité des ouvrages à un gestionnaire unique qui clarifie les responsabilités. Ensuite, il a introduit le système d'endiguement, assurant une homogénéité entre les digues et une cohérence hydraulique. C'est-à-dire que ce système va défendre une zone protégée. Il a défini un niveau de protection librement choisi par le gestionnaire. C'est le gestionnaire qui choisit son niveau de protection et qui doit être justifié par une étude d'un organisme agréé, d'un bureau d'études agréé par l'État. Il requiert un diagnostic approfondi des ouvrages existants, voire leur renforcement dans certains cas, la rehausse et confortement. Si la collectivité le souhaite, pour avoir un niveau supérieur. Elle définit donc une zone protégée qui doit être publiée par arrêté préfectoral. Donc il faut bien associer le système avec sa zone et son niveau de protection. Il est bien évident que plus le niveau de protection baisse, plus la zone est petite, plus le niveau de protection monte, plus la zone est grande. Par contre, plus les contraintes de contrôle et de surveillance s'appliquent et de construction s'appliquent sur cet ouvrage, ce système. Ensuite, il confirme les obligations de suivi et d'entretien et des visites périodiques en fonction de classes d'ouvrages. Et les classes d'ouvrages, elles sont calées sur le nombre de populations impactées dans cette zone ou protégées dans cette zone protégée. Elle impose une organisation du gestionnaire pour surveiller et anticiper les phénomènes dangereux et déclencher le processus de mise en sécurité. Et il exige une instruction des études et des contrôles périodiques des ouvrages par l'État. Alors, quelques points d'attention. Donc, la responsabilité du gestionnaire n'est pas engagée au-delà du niveau de protection. Elle est engagée juste qu'au niveau de protection qu'offre l'ouvrage, qu'offre le système d'endiguement. L'étude d'un danger doit être réalisée par un bureau d'études agréé par l'État. L'anti-endommagement, ça concerne, comme les réseaux de gaz et d'électricité, personne n'a le droit d'intervenir sur une digue ou en proximité sans l'accord du gestionnaire. D'ici 2024, les digues ne répondant pas à cette nouvelle réglementation sont abandonnées, voire effacées si elles occasionnent un risque de rupture et de population arrière. L'accès aux digues, là c'est pareil sur cet élément-là, pour permettre la surveillance et l'entretien des travaux, donner aux gestionnaires toutes les capacités à intervenir, doit disposer de servitude ou d'acquisition amiable, voire d'acquisition par DUP, expropriation. Pas d'obligation de protéger pour les EPCI, on l'a dit à l'instant, mais lorsqu'il n'y a pas de protection ou que le niveau de protection est dépassé par l'événement, c'est le maire qui prend le relais de la sécurité des populations à travers le plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire que le plan communal de sauvegarde vient compléter pour la mise en sécurité des personnes dès lors que le niveau est proche ou dépassé, le niveau d'alerte est proche ou dépassé par rapport à par rapport à la construction de la digue, ce qui a été retenu pour la construction de la digue. Un niveau de protection des venues d'eau sont possibles dans cette zone protégée, mais si elles sont sans danger pour les populations, c'est typiquement des franchissements par paquet de mer.
On va partir sur l'orientation numéro 4, améliorer la résilience des populations en submersion rapide et la culture de risque et mesures de sauvegarde. Donc culture de risque qui en zone submersible est très importante pour que la population soit vraiment au fait des choses et qu'elle ait les bons gestes, les bonnes conduites à tenir. Donc un des premiers chantiers qu'a engagé les services de l'État aussi suite à la tempête Xynthia, auparavant il y avait un site qui s'appelait prime.net qui recensait les bases de données notamment liées aux catastrophes naturelles, aux plans de prévention des risques qui étaient approuvés sur chacune des communes en France. Ce site a été complètement refondu, il s'appelle désormais Géorisque. Et c'est un site qui offre un petit peu, à l'image des observatoires, et reprend les mêmes informations qu'il y avait sur prime.net, donc les fameuses bases de données que j'évoquais à l'instant sur les plans de prévention des risques, sur les arrêtés de catastrophes naturelles dits arrêtés de CatNat. Mais il va venir aussi compléter désormais avec une interface graphique plus séduisante. On pourra aller zoomer directement sur une parcelle et puis voir sur cette parcelle quels sont les risques qui touchent la parcelle, que ce soit des risques naturels ou des risques technologiques. Une information aussi, ou plutôt une réglementation importante en zone d'inondation et de submersion, en tout cas dans chaque commune où il y a un plan de prévention des risques naturels ou technologiques approuvé, ou dans les communes qui sont soumises à sismicité. Pour information, en Charente-Maritime, toutes les communes de Charente-Maritime ont un niveau de sismicité. Donc cette procédure d'information acquéreur locataire est obligatoire sur l'ensemble des communes. Qu'est-ce que c'est que cette procédure d'information acquéreur locataire? Eh bien, à chaque fois qu'un bailleur va louer un bien ou que quelqu'un va vendre un bien, il va être dans l'obligation d'en informer le locataire ou l'acheteur. Et cette obligation se traduit par une fiche d'information communale, dont vous voyez un petit extrait sur la gauche, où il y a tout un tas de renseignements sur la nature des risques qui couvrent la parcelle ou le bien, notamment si c'est couvert par un PPRT, si les sols sont pollués, si c'est dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques, si on est en zone sismique, le niveau de la zone sismique, etc. Donc tout ça vont être des informations qui vont contribuer à ce que la population soit bien au fait des risques, en tout cas avec lesquels elle vit. Il ne faut pas forcément en avoir peur, mais c'est tout simplement être conscient de l'environnement dans lequel on est. Et puis, donc, aujourd'hui, l'ensemble de ces fiches que vous voyez à gauche de l'écran sont disponibles sur le site internet de la préfecture de Charente-Maritime. Demain, elles seront directement accessibles également via Géorisque. Quand vous irez cliquer sur la parcelle, vous aurez directement cet état des risques qui sera produit. Donc ça sera beaucoup plus confortable également pour l'ensemble des bailleurs locataires, enfin des bailleurs pardon et des vendeurs, pour venir constituer cette fiche. Autre point important qui contribue en tout cas à cultiver la mémoire de risque, ce sont les repères de crues. Les repères de crues qui sont devenus obligatoires, notamment au travers du Code de l'environnement. Donc ça permet bien de matérialiser dans certains secteurs qui ont été affectés par une tempête ou une inondation, les niveaux qui ont pu être observés à l'époque de l'événement. Alors tant en niveau altimétrique qu'en niveau aussi d'emprise de la submersion. L'État en tout cas a souhaité aussi que soit matérialisé parfois jusqu'où va une inondation, pas tant en hauteur mais aussi en superficie sur le territoire, pour qu'on se rende bien compte que l'eau finalement elle peut déborder peut-être au bord de la rivière ou au bord de la mer, mais elle peut aussi aller très 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 loin, et ça c'est des choses dont la population n'a pas forcément toujours conscience. Et l'ensemble de ces sites de repères de crues, eh bien, on peut les retrouver sur un site internet qui est dédié, sur lesquels l'ensemble des contributeurs viennent renseigner les fiches sur les repères de crues, et puis ensuite la population, elle peut venir consulter l'ensemble de ces informations, donc là encore une fois de manière un peu interactive avec une carte, on zoome et on obtient les informations relatives à ces repères de crues. Enfin, des outils qui ne sont pas directement de la compétence des services de l'État, mais sur lesquels les services de l'État appuient et incitent fortement les collectivités à les mettre en œuvre. Le premier, c'est le plan communal de sauvegarde.
Le plan communal de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un document à l'initiative de la collectivité qui va venir regrouper l'ensemble des mesures de gestion de crise qui peuvent avoir lieu sur une commune. En fonction d'un événement, eh bien, il va y avoir des procédures mises en œuvre par la commune pour éventuellement aller informer les populations, pour éventuellement, dans le pire des cas, évacuer les populations, donc prendre l'ensemble des dispositions d'évacuation par exemple, identifier certaines zones sensibles, les enjeux les plus sensibles de la commune, identifier les points de rassemblement, etc. etc. Donc c'est vraiment un document de gestion de crise à l'échelle de la commune. Avant Xynthia, il faut bien reconnaître qu'en Charente-Maritime, peu de communes en étaient dotées, donc un gros effort a été fait par tout le monde sur ce plan-là, en premier point par les collectivités en premier lieu, et puis les services de l'État, encore une fois, qui ont vraiment poussé derrière sur le côté régalien des choses pour que se mette en place l'ensemble de ces documents. Alors, poussé aussi du côté régalien, mais aussi du côté financier, puisqu'au travers des papiers, il y a des contributions financières qui sont apportées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour l'élaboration et l'aide à l'élaboration de ces documents. Et puis enfin, un dernier document qui est aussi important, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs, DICRIM. Là encore, un document obligatoire au travers du Code de l'environnement, toujours à l'initiative du maire. Et là, c'est un document beaucoup plus synthétique, en fait, beaucoup plus pédagogique, à l'attention des populations pour leur expliquer quels sont les risques qui sont dans leur environnement direct, sur leur terrain, sur leur commune, voire sur les communes avoisinantes, quand on va chercher les DICRIM des communes avoisinantes. Et tout ça concourt à la culture du risque, ce qu'on appelle la culture du risque, qui est un des volets importants des programmes d'action de prévention des inondations. Juste une petite précision par rapport au PCS. Les PCS, on ne les finance pas. C'est l'animation, l'appui, l'aide pour la rédaction des PCS. Et puis les DICRIM, on finance. Par contre, le PCS, du point de vue financier, il a aussi son rôle, c'est qu'en fait, on ne donnera pas le solde des digues, par exemple, de la subvention digue, si le PCS n'est pas établi et révisé à tous les 5 ans. Moi, on m'a demandé d'intervenir ce matin pour l'articulation plan de prévention des risques et urbanisme, et notamment dans le cadre de l'instruction des permis de construire. Voilà comment se fait la mise en œuvre, éventuellement, est-ce qu'il y a des difficultés d'application. Alors, la mise en œuvre du plan de prévention des risques, comme ça a été indiqué tout à l'heure, donc on avait déjà un plan de prévention des risques sur Oléron, donc de 2004. Suite à l'événement Xynthia, ce document a fait l'objet d'une révision, qui a été prescrite en 2016, une approbation en 2018. Le plan de prévention des risques, c'est une servitude d'utilité publique. Ça veut dire que ce document va s'imposer aux documents d'urbanisme locaux, que sont les plans locaux d'urbanisme. Donc le fait que cela s'impose, ça veut dire qu'on va devoir aller consulter ce document en parallèle du document d'urbanisme et qu'on peut avoir des mesures plus contraignantes dans la mise en œuvre de l'instruction des dossiers, puisque le plan de prévention des risques va primer sur le plan local d'urbanisme. Alors l'articulation plan de prévention des risques et urbanisme, dans le plan de prévention des risques, on va avoir un plan de zonage et un règlement. Ce plan de zonage va nous indiquer les zones dans lesquelles le projet de construction peut être possible. Donc les constructions vont être autorisées mais sous conditions, notamment avec une cote plancher. C'est ce que l'on va avoir sur les parties qui vont être bleues. Et puis on peut avoir aussi des parties qui sont rouges, où là on va plutôt être sur un principe d'interdiction, d'inconstructibilité, ou alors avec une constructibilité qui va être fortement limitée, plutôt sur des extensions, des bâtiments annexes, mais pas de possibilité de réaliser de nouvelles constructions indépendantes dans des zones rouges. Donc ce qui change depuis 2010. Donc on avait déjà, puisqu'on avait un plan de prévention des risques en 2004, des secteurs qui étaient concernés par le plan de prévention des risques, qui le sont toujours, qui ont une cote de plancher. Alors cote de plancher, ça veut dire que quand on peut construire, on a obligatoirement une cote de plancher, donc le seuil de construction qui doit être respecté, et on va avoir un écart entre le terrain naturel qui existe et puis donc le seuil du plancher de construction lorsqu'il va être terminé. Et selon le terrain naturel et la cote plancher qui est à respecter, on peut avoir parfois des écarts assez importants.
Donc en 2004, on avait donc déjà des secteurs qui étaient concernés. Là, je suis sur le Grand Village. J'ai donc toujours des secteurs concernés par le plan de prévention des risques de 2018. Mais là, par contre, une augmentation de la cote plancher. C'est-à-dire que j'étais, quand je construisais en 2004, à une hauteur de 4 mètres. Avec le plan de prévention de 2018, je passe à une hauteur de 4,60 mètres. Et puis j'ai des secteurs qui n'étaient pas concernés, donc là je suis à Dolus, mais j'en ai sur pratiquement toutes les communes, des secteurs qui n'étaient pas concernés par le plan de prévention des risques de 2004, donc, qui sont ici en blanc, et qui deviennent du coup concernés en 2018, soit par une zone rouge, donc là c'est plus impactant et plus contraignant, puisque je peux me retrouver avec des terrains qui pour le coup ne peuvent plus accueillir de nouvelles constructions, ou bien donc une zone bleue qui est constructible, mais cette fois avec une cote plancher. Donc là j'avais déjà une zone bleue qui était ici, en revanche là je passe avec une zone qui n'était pas concernée en 2004. Alors, les difficultés d'application qu'on rencontre. Donc, je l'ai évoqué, des secteurs qui étaient constructibles et qui deviennent inconstructibles pour certains, ou avec une constructibilité limitée. C'est-à-dire que j'ai déjà un bâtiment, mais je ne pourrais dans ce cas-là que l'agrandir en fonction d'une certaine superficie, ou je ne pourrais faire que des bâtiments annexes, par exemple des garages ou une piscine, et en particulier dans les zones rouges. Autre difficulté, c'est cette fameuse cote plancher par rapport au terrain naturel. Je vous l'ai indiqué, on l'avait déjà en 2004, donc on l'a toujours en 2018, mais on a des secteurs qui n'étaient pas concernés, d'autres qui le sont toujours, mais avec des cotes qui sont plus élevées. Et donc pour nous, ça engendre, et surtout pour le particulier qui souhaite construire, des projets qui vont être plus complexes. Des règles d'architecture locales, qui sont écrites dans les documents d'urbanisme, qui vont être qui vont être plus difficilement applicables, puisque plus je vais devoir rehausser mon plancher de construction, et plus mes règles d'architecture locale, qui sont en général une construction plutôt rez-de-chaussée, qui est basse, sous forme rectangulaire, quand je dois surélever mon plancher de construction, je vais sortir du code architectural local. Là, je vous ai mis deux illustrations, et notamment parce que les différences aussi vont se faire en fonction de ce fameux écart, code plancher et terrain naturel. Lorsque je suis sur un écart d'à peu près soit jusqu'à 60-80 cm, bon, c'est pas trop impactant, c'est assez gérable. En revanche, on a des situations où on va aller dépasser le mètre d'écart entre le terrain et la nouvelle cote plancher, voire même des situations où on se retrouve à 1,50 m. Et là, pour le coup, en termes de morphologie, d'habitabilité, d'intégration dans le site, on va se retrouver avec des constructions qui vont être effectivement beaucoup plus complexes que les constructions existantes et même avoisinantes. Alors, je vous ai mis quelques illustrations. Là, je suis sur un écart d'1,50 m entre mon terrain naturel, ma construction. Donc forcément, quand je construis, je me retrouve avec des aménagements obligatoires pour passer de l'intérieur de ma construction à l'extérieur et inversement de l'extérieur vers l'intérieur. Des escaliers, des rampes, des paliers, des terrasses, des garde-corps. Donc tout ça, ce sont des aménagements supplémentaires qui sont aussi plus onéreux, qui sont à prévoir avec les constructions. En bas, je suis sur un écart de 2,50 m. C'est-à-dire que j'ai un terrain qui est à 2 mètres et une cote de référence qui est à 4,50 m. Donc là, j'ai un bâti ici qui est existant, avec un projet qui était sur un agrandissement. Ma cote plancher, elle se retrouve au niveau de l'égout de la toiture. Donc ça veut dire que je me retrouve avec un premier niveau qui doit rester vide et ensuite un agrandissement qui peut être envisagé sur un étage. J'ai pris ce cas notamment pour le garage, les bâtiments annexes, parce que là aussi on se retrouve avec des cotes planchers à devoir respecter. Alors, en général, elles sont plus basses que les cotes planchers des habitations, mais dans ce cas-là, je suis quand même sur 1,10 m ou 1,20 m. Donc 1,10 m ou 1,20 m, quand j'ai ma porte de garage et que j'ai mon terrain qui est plus bas, forcément, pour rentrer le véhicule dans le garage, c'est un peu compliqué. Donc ça nécessite des aménagements extérieurs avec des rampes, pour pouvoir accéder à l'intérieur de mon garage. Autre difficulté, ça veut dire aussi que l'implantation du bâtiment et puis la morphologie du bâtiment, j'ai ici 1,10 m, 1,20 m de soubassement, maçonné, non traité. Voilà, en termes d'architecture,
pas forcément les architectures les plus heureuses qu'on peut rencontrer. J'ai pris cet exemple pour une extension. Donc là, je suis sur un bâtiment existant qui n'était pas concerné par le plan de prévention des risques. Donc je suis implantée à même le terrain naturel. Et puis le particulier souhaite agrandir son bâtiment. Donc dans le cadre de l'extension, je dois me mettre à la cote. J'ai un écart de mémoire 70 cm. Donc il va falloir que je gère l'intérieur du bâtiment existant avec l'intérieur du bâtiment créé et qui est rattaché à ce bâtiment existant. Il faut aussi que je gère comment j'avais accédé de l'intérieur de ma construction à l'extérieur. Donc des terrasses, des aménagements extérieurs, des escaliers. Ce problème, on le rencontre notamment avec les particuliers qui ne souhaitent pas toujours avoir des bâtiments sur 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on a aussi une population qui souhaite pouvoir aller de l'existant à son extension sans passer par des emmarchements. Une population qui peut être âgée, une population aussi avec un handicap. Donc là, on a des difficultés quand on doit gérer cet existant avec une extension. Alors, dans ce cas, je suis sur un bâtiment où j'ai une cote dès le départ, mais j'ai un terrain en cuvette. Donc, comme je souhaite, et je suis sur un bâtiment neuf, je souhaite pouvoir conserver mon plancher à l'intérieur identique, sans passer par des emmarchements. Donc, ça veut dire que je vais devoir rehausser la partie arrière de mon terrain, et là, de nouveau, travailler sur un système qui va me permettre de passer de l'intérieur à l'extérieur et inversement. Je ne suis pas très haut ici, je crois, je suis à 70-80 cm. C'est encore gérable, même en termes d'esthétique. On arrive à pouvoir traiter la construction. D'autres difficultés d'application qu'on a pu aussi consulter quand on échange avec les particuliers ou les communes dans le cadre des commissions d'urbanisme, c'est qu'on a des documents d'urbanisme qui vont imposer des limites de construction, enfin des hauteurs de construction quand on est sur la limite de propriété. Bon, là, j'ai le cas d'une construction pour une hauteur à 3,50 m. Quand je dois surélever, ici je suis sur 1 mètre, quand je dois surélever ma construction, je ne peux pas m'implanter en limite de propriété si je suis limitée à 3,50 m. Ça veut dire que du coup, j'impose forcément un recul de l'habitation. Ou alors, il faut que je révise le document d'urbanisme pour revoir les règles d'implantation en limite de propriété. Autre souci aussi qu'on peut constater, ça peut être parfois des conflits de voisinage. Le fait de surélever une habitation, ça veut dire que je vais surélever également, donc en partie, mon terrain. Je vais avoir des terrasses qui vont être plus hautes que le terrain d'à côté. Je vais générer des vues chez les voisins, des vues une fois que je vais être sur la terrasse, mais aussi des vues. Ici, j'ai une fenêtre, donc j'ai une vue qui va être à 1,20 m plus haute qui peut donner chez mon voisin. Et puis aussi des problèmes d'écoulement de pluvial. Parce que quand je surélève forcément ma construction, je remblais le terrain. Je ne remblais pas l'intégralité du terrain, ce n'est pas possible. Mais je vais travailler mon terrain de telle sorte à ce que progressivement j'ai une pente. Puis cette pente, elle va s'écouler en limite de propriété chez mon voisin. En général, là, ici, je vais avoir un petit souci d'écoulement pluvial entre ma propriété et la limite du voisin. Alors, on se rend compte qu'il y a une question qui se pose, c'est l'articulation entre le risque, l'architecture et la constructibilité. Et notamment, et cette question, ça arrive qu'on se la pose avec les communes lors des commissions d'urbanisme, c'est est-ce que je maintiens la constructibilité de certains terrains, notamment quand j'ai un écart important entre cette fameuse cote plancher et ce terrain naturel. Mon document d'urbanisme prévoit la constructibilité, le plan de prévention des risques quand je suis en zone bleue également, je dois respecter cette fameuse cote. Donc, je me dis que oui, effectivement, je veux maintenir cette constructibilité. Donc, dans ce cas, se pose la question de quelle architecture proposer. Est-ce que je continue avec une architecture qui est du coup traditionnelle, mais qui est parfois difficilement applicable, et notamment lorsque cette fameuse cote est importante, ou est-ce que je m'oriente vers une architecture du risque? Autre solution, autre possibilité, je considère qu'il y a trop d'écart, que c'est trop compliqué, et dans ce cas, je pars du principe que le terrain ne peut pas accueillir de nouvelles constructions, et dans ce cas, ça oblige à réviser les documents d'urbanisme, à les modifier en ce sens, et à rendre le terrain inconstructible. D'autres territoires se sont posé la question de l'architecture et du risque, notamment Noirmoutier a organisé un concours d'idées en 2015 sur habiter avec la mer.
Donc un concours à partir d'étudiants, également de professionnels, sur comment est-ce qu'on fait pour habiter avec le risque, notamment sur ces questions de surélévation de plancher. Bon, ce sont des idées. L'architecture et le risque sur Oléron, on s'est également posé la question. Alors aujourd'hui, on en a encore un peu aux prémices, mais sur la commune de Saint-Georges, on a eu l'occasion d'instruire un dossier et de s'orienter sur une architecture du risque pour répondre à une problématique mise en œuvre du plan de prévention des risques avec l'articulation du document d'urbanisme.